Allez, c'est parti. Donc, on est là ce soir. Je vais vous présenter, comme l'a dit Louis-Marie, l'idée, c'est de vous présenter le programme Erasmus, que vous ayez un petit peu une idée si vous avez envie de vous lancer, en tout cas dans l'ouverture internationale, avec un focus un petit peu plus particulier sur donc la mobilité des personnels et donc de tous les personnels de vos établissements et des établissements que vous accompagnez. Donc très rapidement, ce programme Erasmus, c'est important de savoir qu'il est composé en deux volets. Le volet Non, je me suis bien entendu. éducation et formation. Alors, est-ce que vous pourriez couper vos C'est pas micros? grave. Ah, Faire excuse-moi. juste attention à bien couper vos micros. Et également un volet sur jeunesse et sport. Et donc avec ce programme Erasmus, là, en quelques années, donc entre 2021 et 2024, c'est déjà 3 millions de personnes qui ont pu partir en mobilité en Europe. Et pour la France, c'est plus de 355 000 personnes qui sont parties. On est devenu en fait le premier pays d'envoi en Europe. Et quand on parle de mobilité, là, on ne parle pas que de mobilité d'étudiants, ni que de mobilité d'élèves. Il y a également de très nombreuses mobilités de personnel dans ces 350 000 personnes qui sont parties ces 3 dernières années. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le programme Erasmus, il est vraiment, il y a quatre grandes priorités que vous devrez prendre en compte, quoi qu'il en soit, quand vous allez préparer et penser votre projet Erasmus. Donc, il faudra que vous pensiez à l'inclusion et la diversité, c'est-à-dire comment votre projet va venir aider des populations qui sont plus éloignées de la mobilité et plus éloignées que ce soit à cause du handicap, des conditions socio-économiques ou autres. Faudra penser aussi à l'axe du numérique parce que l'éducation au numérique est aussi vraiment une priorité phare du programme. Faudra penser développement durable parce que l'idée, c'est vraiment que toutes les mobilités que vous allez mettre en œuvre, elles respectent au maximum tout ce qui est, toutes les pratiques éco-responsables. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est tout le volet de participation citoyenne, d'engagement civique et donc de citoyenneté européenne dans ces projets-là. Donc ça, c'est aussi très important parce que si vous voulez partir en Erasmus, il faut que vous sachiez où est-ce que vous pouvez partir. Donc vous le voyez ici, on peut partir en Erasmus dans les 27 pays qui sont membres de l'Union européenne et aussi dans les 6 pays qui sont listés ici, donc la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Turquie et la Serbie. Parce qu'on reçoit souvent beaucoup de demandes pour d'autres pays. Donc voilà. Aujourd'hui, le programme Erasmus, ça concerne 33 pays et vous les avez ici à l'écran. Donc, il y a différents types de projets Erasmus. Nous, aujourd'hui, on fait vraiment un focus sur les projets de mobilité qu'on appelle les projets de mobilité des individus, qui concernent donc la mobilité des personnels et des élèves. Ensuite, il y a deux autres types de projets, les projets de partenariat et les projets Jean Monnet pour apprendre l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a décidé vraiment de faire un focus sur ces projets de mobilité. Mais voilà, si vous êtes intéressé, on pourra en reparler. On en avait parlé avec Marie-Caroline et Louis-Marie. Ça pourra faire aussi on pourra aussi en parler pour pendant un prochain webinaire, un prochain temps ensemble. Alors, quelques rappels sur le programme Erasmus, parce que c'est très important de savoir, donc ça vous le savez, c'est le programme phare de l'Union européenne pour l'éducation et la formation. Donc c'est un programme européen et c'est aussi un programme qui fonctionne par appel à proposition annuelle. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête parce que la présentation d'aujourd'hui, c'est de se dire, si j'ai envie de me lancer, comment je fais? Et donc si j'ai envie de me lancer, il faut que je respecte ces appels à proposition parce qu'une fois que la date est passée, il faut attendre l'année d'après pour recandidater. Donc, gardez bien en tête le calendrier que je vais vous présenter. Ça fonctionne vraiment avec des appels annuels. Vous l'aurez compris, Erasmus, c'est un outil financier. Donc, nous, ce que l'on donne, ce sont des financements pour que vous puissiez ouvrir votre établissement à l'international, pour que les personnels puissent se former, changer des pratiques, pour que vraiment les élèves puissent eux aussi
partir et rencontrer d'autres élèves et s'ouvrir vraiment à une citoyenneté européenne. Et autre chose aussi qu'il est important d'ajouter, c'est qu'un projet Erasmus, c'est pas le projet d'une personne dans un établissement, parce que ce sont des projets qui demandent quand même du temps et de l'investissement. Donc c'est vraiment des projets d'établissement et il faut être à plusieurs. Le principe, c'est d'être en équipe pour pouvoir monter ces projets et réfléchir à ces projets. Donc là, je vous ai fait un petit panorama rapide de ce qu'est le programme Erasmus. Et donc, dans la demande que Louis-Marie et Marie-Caroline m'avaient faite, c'était un petit peu de réfléchir à comment les personnels peuvent vraiment s'ouvrir et entamer une démarche à l'international pour eux et leur établissement. Donc, avant de débuter avec vraiment les projets Erasmus et les financements Erasmus, je voulais vous présenter aussi ce qu'il existe comme possibilité si on a envie tout de suite, c'est-à-dire dès demain, de se lancer dans l'aventure européenne. Donc, on peut le faire en fait de manière vraiment très rapide, sans attendre le dépôt de son projet Erasmus. Alors, on peut le faire avec quoi? On peut le faire avec eTwinning. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette plateforme, mais eTwinning, c'est une plateforme numérique européenne qui est gratuite et sécurisée et qui permet à de nombreux enseignants partout en Europe et même au-delà, puisque dans eTwinning, il y a 46 pays qui participent à cette plateforme. Et donc, c'est une plateforme qui vous permet de manière virtuelle d'échanger avec des collègues dans différents établissements à l'étranger, de mener des petits projets à distance pour vous, pour vos classes, pour échanger des pratiques. Il y a des forums sur des thématiques de travail. Il y a vraiment de l'échange de pratiques qui se fait beaucoup. Et vous pouvez aussi suivre des formations en ligne. C'est une plateforme sur laquelle il y a de très nombreux intervenants qui dispensent des formations sur vraiment des thématiques professionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en quelques clics, en fait. On peut créer son profil à partir du moment où l'on est un personnel d'établissement scolaire. Donc, que ce soit un enseignant, mais ça peut être un conseiller pédagogique, ça peut être un inspecteur, ça peut être une personne de l'OGEC, le directeur de l'établissement. Tout le monde peut s'inscrire sur eTwinning et ça permet vraiment de s'ouvrir très rapidement et très facilement aux autres et de commencer des collaborations qui souvent finalement ensuite débouchent sur des projets Erasmus avec des mobilités physiques. Donc ça, je vous encourage vraiment à le faire. Si vous n'avez pas encore de compte eTwinning, n'hésitez pas à le créer. Il y a beaucoup de formations aussi pour vous accompagner pas à pas dans votre inscription. Donc pensez à cette plateforme eTwinning. Ensuite, si vous n'avez pas encore de projet Erasmus dans l'établissement, c'est aussi la possibilité d'accueillir des partenaires. Il y a énormément d'établissements scolaires en Europe qui cherchent en fait à venir observer des pratiques, à venir chez vous et qui cherchent des établissements pour les accueillir. Et donc, on a une plateforme en fait qui s'appelle European School Education Platform sur laquelle vous pouvez en fait rechercher des partenaires et proposer votre établissement pour accueillir des délégations d'enseignants étrangers. Donc là aussi, ça fait vraiment entrer l'Europe dans l'établissement et ça crée souvent des liens très forts qui permettent ensuite de tisser voilà, de faire des projets ensemble et ensuite qui vous permettent à vous peut-être de déposer votre projet Erasmus et d'aller vous former à l'étranger. Donc, je vous passerai bien sûr la présentation et à chaque fois, tous les liens sont cliquables. Donc, vous pourrez à chaque fois aller cliquer les petits liens pour retrouver la plateforme et retrouver du coup tous les outils que je vous présente. Il y a aussi la possibilité de participer à des rencontres européennes Erasmus+. Donc ça, c'est vraiment des opportunités. Vous avez un petit onglet sur le site de l'agence Erasmus où on vous propose selon des thématiques de partir pendant 2, 3 jours, rencontrer des collègues européens sur une thématique. Donc, ce sont des rencontres thématiques. On était la semaine dernière à Bruxelles sur une rencontre thématique qui était spécifique
pour tous les personnels, les enseignants qui accompagnent les élèves à besoins particuliers. Et donc, il y avait une dizaine de pays, 65 enseignants et personnels qui étaient là et qui ont travaillé ensemble pendant 3 jours sur cette thématique-là et qui vont déposer des projets Erasmus et qui vont aller les uns chez les autres pour observer leurs pratiques. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pris en charge financièrement par l'agence. Il faut candidater. Vous avez toutes les informations sur le site. Et c'est vraiment aussi une belle manière de débuter dans le programme et de vous ouvrir un petit peu à l'Europe. Donc, je vous ai présenté, ça c'est vraiment des opportunités, des choses que vous pouvez débuter dès demain. Et ensuite, le focus d'aujourd'hui, c'est vraiment la mobilité et en particulier la mobilité des personnels. Donc les projets Erasmus, les projets de mobilité, à quoi ils servent ces projets-là? Donc l'idée de ces projets, c'est vraiment de partir découvrir des méthodes pédagogiques innovantes, donc d'aller dans les 32 pays autres que la France dont je vous ai parlé, de développer de nouvelles compétences et ça permet souvent en fait, le fait de partir en équipe, de partir à plusieurs, ça permet vraiment de renforcer la motivation des équipes et l'esprit aussi d'équipe dans l'établissement et ça insuffle en général vraiment de nouvelles dynamiques dans l'établissement. Donc pensez vraiment, c'est vrai qu'on pense souvent mobilité des élèves, mais la mobilité des personnels, elle permet vraiment, elle permet de lancer vraiment de nouvelles choses dans l'établissement. Et pensez également que ce ne sont pas que les enseignants qui peuvent partir en mobilité, c'est vraiment l'intégralité des personnes qui interviennent, pardon, sur le temps scolaire. Donc, ça peut être, donc je crois que ce sont les ASEM voilà, chez vous, les personnels, tous les personnels en fait qui interviennent sur le temps scolaire, les médecins scolaires, les inspecteurs, tous les personnels administratifs de l'OGEC peuvent partir en mobilité avec Erasmus+. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire très concrètement en mobilité? Il y a différentes activités que le programme Erasmus finance. Donc, il y a la possibilité, je vous l'ai dit, de partir dans un autre établissement, observer des pratiques. On peut partir en équipe pluridisciplinaire et chacun va observer un petit peu ce que font les enseignants ou ce que font les personnels administratifs de l'établissement. Donc, on peut observer à plusieurs choses différentes. On peut aussi partir suivre un cours ou une formation payante. Donc, il y a des organismes en fait de formation partout en Europe qui proposent des cours thématiques. Donc, ça peut être sur comment travailler les arts dans l'art, dans les apprentissages. Ça peut être comment mieux accompagner les élèves à besoins particuliers, comment rendre l'école plus inclusive. Enfin, comment travailler. C'est vraiment très large au niveau des thématiques de travail. Et donc, en général, ce sont des cours qui durent 4, 5 jours et les organismes de formation vous proposent un planning de travail et c'est obligatoire avec des enseignants d'autres pays européens et vous assistez ensemble à ces cours et les cours sont payants et le programme Erasmus prend en charge de manière forfaitaire les cours et les coûts que cela peut engendrer. Vous pouvez aussi accueillir un expert européen, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant puisque là on n'est pas dans un mouvement de mobilité sortante. L'idée c'est vraiment de faire venir un expert dans l'établissement et cet expert il peut par là même venir former plusieurs personnes, toute une équipe à une thématique particulière. Donc ça c'est aussi une activité qui peut être intéressante et qui peut être aussi financé, donc tout ce qui est voyage, per diem pour les frais de séjour pour l'expert. Et un expert, ça peut être vraiment tout type de personne, ça peut être quelqu'un qui est vraiment un enseignant, par exemple, qui est expert sur une thématique, ça peut être quelqu'un dans une association, ça peut être un homme politique, ça peut être vraiment différentes choses. Vous pouvez également accueillir un enseignant européen qui est en formation dans son pays. Vous pouvez l'accueillir chez vous. Et vous pouvez également partir enseigner en Europe. Il y a des financements pour cela. Mais ça, il faut voir bien sûr avec son établissement scolaire. Donc là, vous avez vraiment le panorama de tout ce qui est pris en charge par le programme Erasmus. Donc pour rentrer un
des activités. Donc, je sais pas, il y a eu un petit, vous m'entendez toujours? Il y a eu un petit bug de micro. Oui, Donc, mais c'est bon, c'est réglé. ça marche. Donc, le cours ou la formation, je vous en parlais. Donc, on peut tout à fait aller s'inscrire à un cours de langue, à une formation sur le numérique, envoyer une équipe se former, je vous le disais, sur les pratiques inclusives. Donc, ça, c'est possible et c'est une activité qui peut durer de 2 à 10 jours. Je vais vous parler ensuite des financements forfaitaires, comment ça fonctionne, parce que le programme Erasmus, ça fonctionne sur la base de forfait. Mais en tout cas, pensez bien à cette activité. Voilà, en général, je vous le disais, on est sur quelque chose qui dure à peu près 5 jours sur ces cours-là. On peut aller observer des pratiques. Donc là, vous le voyez aussi, ça peut être aller voir un petit peu comment est-ce que on travaille ailleurs pour comparer, changer ses pratiques. Ça peut être aussi pour l'équipe technique, aller réfléchir. On pense à tous les personnels qui travaillent au niveau de la cantine sur des idées de d'éco-responsabilité, peut-être au niveau de la gestion des déchets. On peut aussi permettre au personnel de direction d'aller observer des méthodes de management, de prise en charge des élèves et des enseignants. Et ça, ces activités d'observation, elles peuvent durer de 2 à 60 jours dans un autre pays. L'activité partir enseigner, donc ça, vous l'avez bien compris, hein, c'est quelque chose qui peut durer assez longtemps. Donc c'est une activité qui est financée, ça peut être sur une durée de 2 jours jusqu'à 365 jours. Et donc, l'idée, c'est vraiment, bien sûr, d'aller pour les personnels, d'acquérir une expérience. Et c'est vrai que ce qui fonctionne le mieux, en général, c'est quand on arrive à faire de l'échange poste à poste, c'est-à-dire qu'on voit souvent des enseignants qui, pendant un mois ou deux, échangent en fait leur poste avec d'autres enseignants. Donc voilà, ça c'est une activité en tout cas qui peut être financée. Je vous le cache pas, c'est pas l'activité la plus simple à mettre en œuvre, mais on en a chaque année. Il y a quand même des enseignants qui arrivent à partir enseigner ailleurs à l'étranger. À quel niveau, Agnès? C'est Oui, plutôt niveau collège, niveau primaire ça fonctionne, on en a sur tous les niveaux. Alors, vraiment, sur le nombre, je pense que chaque année, c'est moins d'une cinquantaine de personnels qui partent sur cette activité, alors que pour les cours et formations, on est plutôt à 2000, 3000 personnels, qui partent. Donc, vous voyez, c'est vraiment une activité qui est pas simple à mettre en œuvre, mais ça existe. Du fait il y a peu de départ du fait d'une petite enveloppe ou vraiment par rapport à la C'est difficulté par du rapport à la métier? difficulté au niveau des rectorats puisque en fait le programme Erasmus ne prend pas en charge le salaire de l'enseignant. Il D'accord. prend en charge en fait une enveloppe pour son voyage et une enveloppe également pour les frais sur place. Donc pour payer son hébergement, pour payer sa nourriture, mais au niveau de son salaire, ça c'est à voir comment le mettre en place en fait avec le rectorat. Donc c'est pour ça que c'est une activité qui est plus difficile, mais je sais que certains rectorats ont réussi à le faire. Ok, et c'est tout niveau, tu disais, ça peut être aussi jusqu'au BTS, on est d'accord, du post-bac Alors, aussi? nous ici, on est sur l'enseignement scolaire, donc je le rappelle, c'est de la maternelle jusqu'au lycée, et D'accord, c'est lycée général et technologique. très Mais ça bien. peut être aussi pour la voie professionnelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on était sur des établissements, il me semble, qui étaient plutôt premier degré et second degré, là, on est vraiment sur ces établissements-là. Ensuite, quand on passe sur les BTS, là, on est sur l'enseignement supérieur, donc les activités sont différentes. D'accord. Et les modalités sont un petit peu différentes, mais ça c'est pareil. Si ça vous intéresse, on pourra aussi en parler si besoin, parce que c'est vrai que le panel des opportunités est très large, mais il varie un petit peu selon si l'on se Le niveau. trouve, voilà, selon si on est en voie générale, si on est dans le professionnel, si on est sur les voies BTS et donc enseignement supérieur. Alors, je poursuis donc là-dessus. Et je fais juste un petit... Donc ça, c'était vraiment pour la mobilité personnelle. Après, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions plus spécifiques voilà, sur la mobilité du personnel. Marie-Caroline? Oui, il y en a une. Alors, Oui. peut-être on les Euh, fera. Je te laisse on continuer, peut, puis à on la peut le fin, faire. Si c'est sur la mobilité du personnel, on peut tout à fait y répondre, il n'y a pas de souci. il y avait une question sur la langue des échanges avec et une question aussi sur le niveau pour pouvoir commencer à effectuer des échanges. Est-ce qu'il y a un Alors, prérequis? Alors en fait, ça c'est assez intéressant parce que
Finalement, par exemple, je pense à la rencontre européenne à laquelle j'étais la semaine dernière, donc là à Bruxelles. C'était une rencontre qu'on a décidé de faire francophone. Parce qu'en fait, on savait que la langue, pour les rencontres, c'est vrai que, et pour les différentes mobilités, ça dépend un petit peu vraiment de ce que vous allez faire. Donc, n'oubliez pas, parce que c'est vrai que le frein de la langue, on a souvent assez peur. On se dit, bah, je parle pas assez bien. Donc, déjà, on peut partir dans des pays francophones. On peut partir en Belgique, on peut partir au Luxembourg. Pensez aussi qu'il y a des pays qui sont très francophones. La Roumanie, je pense aussi à l'Italie, au Portugal, qui sont des pays, où dans les établissements, vous avez toujours un nombre assez important de personnes quand même qui sont francophones. Ensuite, avec le programme Erasmus, on peut aussi débuter en demandant un cours de langue. Donc, on peut aussi aller suivre en fait un cours pour monter en compétences. On peut commencer par ça nous rassure. Et quand on part observer des pratiques, en général, en fait, là, le niveau d'anglais est moins, finalement, vu qu'on est dans de l'observation, il y a souvent aussi le prof d'anglais, les profs d'anglais qui partent, qui accompagnent les délégations sur place. Il y a souvent aussi le professeur de français qui est là. Donc, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est faut pas avoir peur, en fait, de partir et il faut essayer. Si on a peur de partir suivre un cours, bien sûr, sur les pratiques inclusives qui est tout en anglais, bon, ben là, c'est sûr qu'il y a des choses, peut-être, quand on est vraiment dans du descendant ou dans de l'échange, c'est pas facile. Mais quand on est sur de l'observation de pratique, c'est vraiment, et qu'on part en équipe pluridisciplinaire, il faut pas vraiment avoir peur. Nous, sur les rencontres, quand c'est anglophone, on dit qu'il faut un niveau B2 à peu près de la grille de langue européenne. C'est à peu près ça, mais voilà, quand on part en observation de pratique, on peut partir avec un niveau inférieur à ça. Marie-Caroline, je vous entends pas. Oui, Enfin, je pardon, t'entends pas, j'avais coupé pardon. mon Ça micro. marche. Il y a des petites questions par rapport aux ressources. J'imagine que tout est sur le site d'Erasmus, mais Oui, il y je vais a, vous montrer ça à la fin. Si vous voulez, on pourra même naviguer un petit peu parce que super, j'ai une avec petite faudra une partie. petite attention sur où est-ce on peut s'inscrire comme quand on veut être une structure d'accueil, quand on veut recevoir. Ouais, tout à fait. Bah, ça, je peux vous montrer du coup, je peux finir la présentation et on peut On naviguer voit ensemble après. sur les Très bien. différents outils parce que je trouve que c'est toujours plus, enfin, c'est beaucoup plus parlant de voir les différents sites Ouais. et donc on va pouvoir faire ça. Je vous fais ça à la fin. Donc, j'avance un petit peu, comme ça après, ça nous laisse du temps pour naviguer ensemble. Bon, sur la mobilité des élèves, ça, je sais que c'est quelque chose qui est un peu plus connu, un peu plus mis en général. Il y a pas mal de choses qui se fait avec les élèves. Après, moi, ce que je voulais rappeler là-dessus, c'est quand même que la mobilité Erasmus, on essaie vraiment, nous, quand je parlais d'inclusion et de diversité, c'était de mettre un peut-être, de vraiment essayer de faire participer, en particulier les élèves qui sont peut-être en situation de handicap, à besoins particuliers, des élèves en difficulté scolaire, parce que ce sont souvent les élèves sur lesquels, en fait, on voit davantage les bénéfices de la mobilité et qui sont souvent des élèves qui ont plus de mal à partir. Donc, très rapidement, sur la mobilité des élèves, avec Erasmus, ce qu'on peut financer, c'est ce qu'on appelle les voyages éducatifs scolaires, donc des élèves qui partent rencontrer d'autres élèves dans leur établissement scolaire. Donc ça, c'est important. On finance pas des mobilités d'élèves qui partent visiter une ville ou autre. C'est vraiment cette idée de travailler ensemble en amont. Grâce à eTwinning, la plateforme dont je vous ai parlé au début, qui est vraiment une plateforme du coup en ligne, et ensuite de se rencontrer, d'aller dans l'établissement et de travailler ensemble. On peut aussi faire un stage à l'étranger. Donc ça peut être intéressant sur les stages de seconde. Je pense qui peuvent être des stages que l'on peut faire à l'étranger, pris en charge par les financements Erasmus. On peut partir dans une ONG, une bibliothèque, une mairie pour faire un petit stage. Et on peut partir étudier aussi une partie de sa scolarité. En général, ça se fait à partir de la quatrième
pour aller passer quelques mois, un trimestre, un semestre ou une année dans un autre établissement scolaire. Donc ça, ça fait vraiment partie des activités. Donc je rentre pas vraiment dans le détail de la mobilité des élèves, mais vous aurez cette présentation si vous voulez en savoir plus. Je vous ai mis du coup la mobilité de groupe d'élèves, vous le voyez, la durée, la mobilité individuelle aussi, qui peut être une mobilité de stage, comme je vous l'ai dit, ou de cours. Et avec, depuis 2022, la mobilité au lycée qui est vraiment encouragée par le ministère et reconnue dans le parcours scolaire des élèves. Donc ça, c'est pareil. Ça vous intéresse, je vous en dirai un petit peu plus. Mais c'est vraiment intéressant aussi de le savoir. Donc, les projets Erasmus, vous l'avez compris, je vous parle de mobilité, mais vous vous dites, OK, super, on a bien envie de partir, on a envie d'accompagner les personnels qui veulent partir, mais comment je fais concrètement pour me lancer dans Erasmus et dans ces projets de mobilité? Donc, il y a trois possibilités dans ces projets de mobilité. Donc, on peut rejoindre ce que nous, au niveau du jargon un petit peu Erasmus, on appelle un consortium accrédité. Donc, une accréditation en consortium. Alors, un consortium accrédité, c'est quoi? Par exemple, il y a différentes directions diocésaines. Donc, je crois qu'actuellement, il y a 7 ou 8 DEC qui ont déjà des projets Erasmus avec différents établissements de du diocèse et donc qui permettent chaque année à des établissements et à des personnels et à des élèves de partir en mobilité. Donc, c'est la DEC qui a demandé ce projet Erasmus et elle propose aux établissements de pouvoir la rejoindre en fait pour partir en mobilité. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment la porte d'entrée la plus facile puisque le projet a déjà été déposé, le projet est financé et chaque année, en fait, c'est donc la DEC qui gère le projet et qui peut proposer au personnel de partir observer des pratiques. Donc ça, si dans les différentes, enfin, voilà, si sur votre territoire il y a déjà un projet, donc je pense que Louis-Marie, vous connaissez un petit peu la liste des decks qui ont des projets. En tout cas, moi, je pourrais vous la faire passer si vous n'avez pas tout ça, mais je pense que oui. Si, si, on l'a, oui, oui, on l'a. Voilà. Oui, on peut la. Donc ça, c'est toujours intéressant. Oui, tout à fait. Les consortiums, c'est vraiment l'entrée la plus facile, effectivement, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir, effectivement, chez nous aussi, pour gagner du temps et gagner de l'énergie, hein, effectivement. Exactement. Donc, il y a ces consortiums qui existent déjà dans certains territoires. Il y a la possibilité pour l'établissement de déposer sa propre accréditation tout seul, ou alors, comme le disait Louis-Marie, en consortium. Et c'est vrai que pour les établissements d'enseignement catholique, ça se fait quand même beaucoup, les consortiums. Et c'est vraiment quelque chose que nous aussi, on trouve vraiment intéressant, puisqu'on a un établissement qui prend la tête en fait d'un projet et qui permet à des établissements qui parfois sont plus petits. On voit souvent un établissement du secondaire qui amène avec lui différents établissements du premier degré ou des groupes scolaires qui du coup peuvent partir en interdegré. Donc ça c'est vraiment une modalité intéressante. Gardez-le en tête. Donc soit le consortium qui existe déjà, soit l'accréditation qui est qu'on peut déposer tout seul ou à plusieurs, soit le projet de mobilité de courte durée que l'on dépose uniquement pour son établissement et qui est un petit peu une première porte d'entrée. C'est-à-dire que si on ne connaît pas les projets Erasmus, le projet de mobilité de courte durée, c'est un projet qui peut vous permettre de mettre un premier pas dans Erasmus. Donc la différence entre les différentes modalités. Le projet de mobilité de courte durée, on demande 30 mobilités maximum. On ne peut pas en obtenir plus. Donc, c'est vraiment un premier pas. C'est des projets qui peuvent durer de 6 mois à 18 mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment des projets assez courts, mais qui peuvent durer 1 ou 2 années scolaires. Et sur ces 30 mobilités, c'est selon les besoins de l'établissement, on peut demander que des mobilités de personnel ou demander que des mobilités d'élèves avec des accompagnateurs ou panacher en fait selon nos besoins quelques mobilités pour les personnels qui peuvent être des mobilités d'observation de pratique ou des mobilités de cours et quelques mobilités d'élèves si on souhaite partir
quelque part dans un autre établissement européen avec des élèves. Donc ça, gardez en tête le projet de mobilité courte durée, un premier pas dans Erasmus quand on n'a jamais géré de projet, c'est quelque chose qui peut être intéressant. L'accréditation, on est sur une modalité différente. L'accréditation, on la demande une fois et à partir du moment où on l'a obtenue, ça fonctionne par programme. Le programme Erasmus, là, il est sur une temporalité 2021-2027. Donc là, on est en 2024 et toutes les accréditations qui ont été demandées depuis 2021 sont valables jusqu'en 2027. Donc on est sur une modalité qui vous permet vraiment d'inscrire la mobilité internationale dans l'ADN de l'établissement et ça vous permet de vous projeter sur plusieurs années. Donc après, je vais vous parler du calendrier pour que vous puissiez voir un petit peu selon en fait vous où est-ce que vous en êtes des projets ou selon les établissements que vous allez accompagner, savoir un petit peu quelle est la temporalité, si l'établissement est prêt ou non à déposer déjà un projet Erasmus prochainement. Bon, ça fait beaucoup d'informations, je le sais, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous parlais tout à l'heure de forfait. Donc, ces projets de mobilité Erasmus+, ils fonctionnent par forfait. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, vouloir partir en Espagne à 5 personnels, suivre un cours qui va durer 5 jours. Nous, en fait, on va calculer tout ça. On va dire, bah, vous habitez à Nantes et vous voulez aller à Madrid. Donc, en fait, vous allez avoir un forfait pour le déplacement qui est calculé selon un petit module de la commission. Vous allez partir 5 jours en Espagne. Donc, nous, on va dire, bah, pour 5 jours en Espagne, pour un personnel, c'est tant d'euros par jour. Et ça va fonctionner comme ça. Les frais d'inscription pour les cours, c'est 80 euros par jour. Pour la gestion administrative et financière, selon l'activité que vous allez faire, on va vous donner entre 150 et 350 euros. Et avec tout ça, ça va donner une enveloppe qui va permettre de financer les mobilités Erasmus que vous souhaitez demander. Donc, ça fonctionne comme ça, vraiment avec des forfaits. Donc là, je vous ai mis deux petites vidéos, mais c'est pareil, je vais pas les passer ou je les passerai s'il nous reste un petit peu de temps à la fin. C'est donc une vidéo de maternelle et une autre vidéo qui dans le secondaire. Et ce sont deux établissements qui ont gagné cette année le prix de l'enseignant innovant. Donc, vous verrez, c'est cette idée-là, donc des enseignants qui sont partis observer des pratiques et qui ensuite ont ramené des nouvelles pratiques dans leur établissement et qui ont pu changer un petit peu leur manière d'enseigner, leur manière de voir et de faire les choses. Alors, je vous le disais, si l'idée c'est vraiment de manière pratique, là, aujourd'hui, on est début décembre et vous vous dites, on a envie de se lancer dans les projets Erasmus. Donc, comment je fais? Donc, tout d'abord, vous le voyez, ce qui est important, donc, c'est s'informer sur les possibilités. Donc là, déjà, on est en train de gagner ensemble pas mal de temps, puisque voilà, vous avez un petit panorama déjà des opportunités. Ensuite, ce qu'il faut vraiment faire, c'est définir son projet, et ça, c'est bien sûr la partie qui prend le plus de temps. Et ensuite, rédiger sa candidature, candidater. Et pendant tout ce temps-là, je l'ai mis en quatre, mais il y a des ressources et il y a des choses que je vais vous présenter pour vous accompagner en fait dans ces différentes étapes. Donc, quand on veut se lancer dans les projets Erasmus, c'est vrai que c'est déjà intéressant en fait de consulter le site internet de l'agence Erasmus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toute une médiathèque un petit peu qui répertorie plein de projets Erasmus. Et en fait, ça permet de rendre plus palpable ce qu'est un projet, ce qu'on peut faire avec ces financements Erasmus. Donc ça, c'est pareil, je vous montrerai, il y a toute une médiathèque où on a plein de projets. Et donc, vous pouvez voir ce que de nombreux établissements ont pu faire grâce à ces financements. Et donc, c'est intéressant. On peut aussi s'abonner à la newsletter Erasmus et suivre les réseaux sociaux. Pourquoi? Ben parce qu'en fait,
Dessus, à chaque fois, on retrouve, dès que les appels à propositions sont ouverts, vous êtes mis au courant, on sait quand est-ce que ça va clôturer, quand est-ce que le guide du programme Erasmus sort, on peut suivre en fait quand il y a des rencontres européennes, si jamais on veut y participer, s'inscrire. Tout ça, en fait, c'est publié sur les réseaux sociaux de l'agence. Donc, c'est vraiment intéressant de le faire. Donc, je vous parlais du site de l'agence, mais je vous parle aussi d'une autre plateforme, qui est une plateforme européenne qui recense tous les projets Erasmus et tous les établissements en Europe qui ont participé depuis 2014 à des projets Erasmus. Donc ça peut être intéressant si vous avez vraiment envie de travailler, d'aller observer des pratiques sur une thématique qui vous tient à cœur. Vous pouvez voir s'il y a déjà des établissements qui ont travaillé en fait sur cette thématique-là et dans un pays qui vous intéresse. Peut-être que vous avez très envie d'aller en Finlande ou en Suède et vous pouvez en fait, il y a tout un système de filtres sur la plateforme et vous pouvez filtrer les établissements qui sont dans le programme Erasmus, filtrer le pays, filtrer la thématique sur laquelle ils ont déjà travaillé et pourquoi pas les contacter. Donc ensuite, ça c'est la partie la plus importante. C'est là on est en décembre et donc les prochains appels, le prochain appel pour les projets de mobilité, c'est le 19 février. Donc on est sur une temporalité qui est plutôt bonne pour finalement en fait faire son projet. Et comment est-ce qu'on fait son projet? Donc l'idée c'est vraiment d'abord de réunir une équipe projet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, faut dire aux établissements, bah, ce qui est important en fait, c'est vraiment de savoir qui dans l'établissement a envie de se lancer dans un projet Erasmus. Donc, bah voilà, il y a des personnes qui ont déjà des contacts, il y en a qui ont des idées de projet, et vraiment les personnes qui s'occupent de la comptabilité et le chef d'établissement, c'est vraiment essentiel qu'ils soient aussi dans l'équipe projet, dans l'équipe de pilotage. Donc c'est pour ça qu'on vous dit un petit peu que la Dream Team, c'est le responsable pédagogique, le comptable et le chef d'établissement, tous ensemble. Une équipe projet, c'est minimum trois quatre personnes parce que ça demande quand même du travail. Donc faut garder ça en tête. Ensuite, quand on réfléchit à son projet, alors là, j'ai une petite bulle qui n'est pas apparue, mais on se demande pourquoi, pour qui et pour faire quoi. C'est vraiment les questions. Dans le formulaire de candidature Erasmus, en fait, votre projet, il va répondre à ça. On va vous demander quels sont vos besoins. Donc vous allez réfléchir. Est-ce que nous, nos besoins en tant que personnel, c'est de monter en compétence sur le numérique? Est-ce que ce qu'on veut, c'est développer le sentiment de citoyenneté européenne de nos élèves? Est-ce que nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler sur les gestes éco-responsables? Il faut réfléchir à vos besoins. Il faut réfléchir qui, qui vont être les bénéficiaires. Donc là, l'idée, c'était de se dire, ben, nous, en tant que personnel, on veut en fait monter en compétences en allant observer des pratiques, en suivant des cours, en faisant venir des experts. Et bien sûr que cette montée en compétences des personnels, elle va bénéficier in fine aux élèves. Et ensuite, donc on se demande pour faire quoi? Ben, ça c'est voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller observer des pratiques? Est-ce que je vais suivre des cours? C'est se demander un petit peu, c'est réfléchir déjà vraiment très concrètement à une analyse des besoins, des objectifs qu'on souhaite atteindre. Avec ça, on met en place des activités et on obtient des résultats. C'est vraiment un cycle de projet classique en fait. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment réfléchir dès le début. Ensuite, je vous le disais, selon ce que vous voulez faire, en fait, ben, il y a plusieurs cases Erasmus. Donc aujourd'hui, on a vraiment réfléchi à cette case et on a vraiment fait un focus sur la mobilité. Donc l'idée, c'est vraiment d'acquérir des compétences, d'échanger des pratiques grâce à une mobilité individuelle ou collective. On est là, mais gardez en tête qu'il y a d'autres types d'activités et on peut aussi faire d'autres choses avec les projets Erasmus. Je poursuis, je vous ai parlé calendrier depuis le début, je vous dis il y a vraiment un calendrier, c'est important, oui, c'est important. Donc là, le 19 novembre, le nouveau guide du programme Erasmus est sorti. Donc il a été publié, maintenant on connaît les dates, on sait, tout est dans cette belle Bible qui fait plus de 400 pages. Donc, pour chaque activité, c'est vraiment quelques pages. Donc les projets de mobilité sur l'enseignement scolaire, c'est une quinzaine de pages, pas plus. Donc, vous pouvez, voilà, aller voir ce guide, mais sachez que on fait aussi beaucoup d'outils de vulgarisation pour que ce soit un peu plus digeste.
pour tous les porteurs de projets. Donc, prochaine date, je vous le disais, 19 février pour les projets de mobilité de courte durée. Je le répète, 30 mobilités maximum, des projets de 6 à 18 mois. Quand on dépose ce type de projet, c'est bien d'avoir déjà identifié quand même chez qui on va aller parce que quels vont être nos partenaires, quel va être l'organisme de formation qui va dispenser le cours. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas obligatoire, mais il y a quand même pas mal de concurrence sur ces projets. Donc, plus le projet est bien décrit, bien ficelé, plus vous avez de chances d'être sélectionné. Sur ces projets-là, on a la réponse début juin et les projets peuvent débuter à l'été 2025. Donc, vous êtes sur des mobilités. Déjà, pour les mobilités du personnel, il y a beaucoup de mobilités du personnel qui se passent et qui se font en juillet-août parce que c'est plus simple ou souvent pendant les vacances, mais ça peut bien sûr être sur les périodes aussi de cours. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, je vous ai parlé de l'accréditation. Le prochain appel pour l'accréditation, c'est 1er octobre 2025 pour ensuite une réponse en janvier 2026. Ensuite, vous demandez des financements en février 2026 et vous pourrez débuter vos projets en juin 2026. Donc, vous voyez, dans la temporalité actuelle du programme, on est d'abord sur les projets de mobilité de courte durée et ensuite sur l'accréditation. Donc, à vous de voir si vous êtes très prêts, si les établissements sont vraiment prêts, peuvent monter un projet en quelques mois. On peut commencer avec le projet de courte durée. Si on voit que ça prend plus de temps, on attend l'accréditation et ça sera pour 2026, du coup, pour avoir tout ça. Pour trouver des partenaires, ça c'est la question qu'on nous pose toujours. Comment je fais? Parce que, alors je sais qu'on en parlait aussi, vous avez la chance d'avoir des réseaux européens au niveau de l'enseignement catholique. Donc ça c'est super, c'est déjà une belle porte d'entrée pour vous pour trouver des partenaires. Mais, et je vais vous montrer ça tout de suite ensuite, il y a les plateformes. La plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour accueillir. Vous pouvez aussi vous inscrire pour rechercher des partenaires. Vous pouvez vous inscrire vraiment, voilà, pour faire pas mal de choses. Et donc, les deux autres plateformes, je vous en ai déjà parlé. Là, vous avez les liens pour aller les voir et je peux vous les montrer ensuite. Et dernière petite diapo, quand je veux déposer ma candidature, qu'est-ce que je dois faire concrètement? D'abord, pour déposer un projet Erasmus, il faut créer un code. Ce code, il s'appelle le code OID, c'est son nom. Et ce code, je peux l'avoir en quelques minutes. Donc ça, il y a un petit guide. Ici, là, le petit lien, il vous ramène sur le guide pour créer votre code. Pour participer au programme Erasmus, il faut ce code. Vous créez ce code, ça prend quelques minutes et c'est le code pour l'établissement scolaire qui sera son code ensuite dans son projet Erasmus. Et ensuite, vous avez déjà une plateforme en ligne et les formulaires pour les projets de mobilité de courte durée sont déjà disponibles sur la plateforme. Ce qui veut dire qu'avec votre code OID que vous allez créer, vous pouvez aller voir les formulaires qui viennent d'être en ligne et on pourra aussi, si vous le souhaitez, regarder ensemble. Voilà, donc il y a pas mal de ressources, je vous le disais, se faire accompagner, vous pouvez le faire tout au long voilà, vous pouvez débuter. On a un site qui s'appelle Mon Projet Erasmus+, qui est vraiment le site qui est dédié aux candidats. Donc dessus, il y a une page par action, il y a des ressources, il y a une explication du formulaire de candidature, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut en fait pour vous accompagner dans votre candidature. On propose aussi des sessions d'accompagnement sur un cycle en fait qui s'appelle Prêt pour Erasmus pour les candidats qui veulent déposer. Donc là, je vous ai mis le lien vers la page aussi. Et après, bien sûr, vous pouvez nous contacter au niveau du rectorat l'ADRAREC de l'académie. Et vous pouvez aussi contacter votre DEC ou des collègues d'autres établissements qui ont déjà déposé des projets Erasmus et qui peuvent vous aider. Voilà. J'ai terminé avec cette présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais voilà, je suis là pour écouter un petit peu vos questions maintenant. Et Marie-Caroline, je vois qu'il y a une dizaine de questions du coup dans le chat. Oui, il Alors, y en dans a eu le chat, quelques-unes de posées, mais je vais d'abord laisser oui, la parole à Louis-Marie sur... oui, juste une remarque concernant ce qui a été évoqué sur le fait pour des enseignants de pouvoir enseigner à l'étranger, et d'intervertir son poste avec des enseignants d'autres pays. Alors, sur le papier, ça marche bien, mais effectivement, il peut y avoir quelques
quelques réactions, quelques, j'allais dire blocage, le mot est trop fort, mais quelques spécificités selon les rectorats qui font que c'est plus ou moins facile, plus ou moins possible. Donc, on voit qu'Erasmus permet de vivre ça, c'est très bien. Il faut, de toute façon, sur un projet comme ça, il faut vraiment se rapprocher du rectorat et voir dans quelle mesure le Exactement. rectorat va accepter Oui. le fonctionnement, enfin la possibilité de le faire. C'est vraiment très important. Et Mm. ce qui est encore plus important, c'est de nous tenir au courant, nous, enfin, au niveau du département relations internationales du SGEC, savoir quels sont les rectorats et à quel motif ils acceptent ou ils refusent, de façon à ce qu'on se constitue une base de données de raisons pour lesquelles les demandes sont acceptées ou de raisons pour lesquelles les demandes sont refusées. Voilà. Alors après, on va laisser la place aux questions que vous pourriez avoir les uns et les autres. Marie-Caroline, je te laisse Oui, mais modérer alors déjà un grand merci Agnès pour la clarté de la présentation et le tempo qui a été donné. Donc il y a eu cette question un peu de peut-être on peut aller fouiller sur le site pour voir Ouais, un peu le parcours, pour trouver ce que il y a quelques questions notamment pour trouver des stages. Alors exactement. ça c'est une autre question je pense pour des stages pour des élèves si on ne peut pas passer par des organismes intermédiaires. Et Comment puis il y a ça? la liste des cours et des formations proposées, peut-être les structures partenaires aussi. Ben, Quand même. je vous montre ça. Donc, je vous le disais, ça se passe sur la plateforme European School Education Platform, ESEP. Et donc, en fait, ici, alors vous voyez, la plateforme, elle est en anglais. Vous pouvez demander à la mettre en français. Alors, dernièrement, je vais pas vous cacher que ça marche pas toujours très, très bien. La preuve, tout de suite. Mais je peux faire traduire en français, je pense. Donc, mais là, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose. Mais en tout cas, vous avez ici, en fait, différents onglets. Donc, vous avez, en fait, alors, pour parler du catalogue de cours, dans l'onglet Learn, ici, vous avez le catalogue de cours, Course Catalogue. Et c'est ici, en fait, que vous allez pouvoir, et normalement, c'est plutôt bien fait. Vous voyez, en fait, vous avez 4 900 cours qui sont proposés. Ici, ce que vous allez faire, c'est vous pouvez donc ici montrer tous les filtres. Vous choisissez votre langue, puisque je repense à la collègue qui disait, bah voilà, si jamais on parle pas très bien, vous choisissez en fait si vous voulez un cours online ou sur site. Donc nous, on est plutôt sur site. Vous cherchez par exemple un cours sur l'inclusion. Vous avez envie que ce cours se passe plutôt, vous avez envie de partir en Italie. Et en fait, vous pouvez, comme ça, vous voyez, donc là, j'ai fait tous ces petits filtres. Donc, j'arrive à 665 cours. Et là, vous voyez, et vous faites défiler, vous regardez. Donc là, ça se passe à Rome au mois de décembre. Et vous avez énormément, en fait, de cours comme ça. Donc, à vous après d'aller regarder si le programme de cours vous intéresse et répond bien aux standards qualité Erasmus. Ça, c'est important parce qu'en fait, cette plateforme, elle est ouverte à tous les organismes de formation en Europe. Donc, c'est ensuite la commission publie des standards qualité de cours en disant, voilà, un cours Erasmus, il faut quand même que ce soit un cours de qualité qui réponde à tel critère, tel critère. Ça, la liste, c'est pareil. Vous pouvez la retrouver. Mais voilà, sur la plateforme de cours, ça fonctionne vraiment comme ça. OK? Vous pouvez mettre un petit peu tout ce qui vous intéresse. Ensuite, peut-être comme c'est sur cette même plateforme, il y avait aussi, si j'ai envie de me proposer pour accueillir, ça c'est dans l'onglet Connect. Donc, vous pouvez rechercher des partenaires, vous pouvez vous connecter avec des écoles ou vous connecter avec des personnes que vous connaissez. Si, en fait, vous vous inscrivez et vous pouvez, donc là, je vous mets pour la recherche de partenaires, par exemple. Là, vous allez voir, en fait, vous pouvez choisir, il y a plein de filtres. Donc là encore, je montre les filtres et vous pouvez mettre si donc sur quel sujet est-ce que vous cherchez du coup plutôt à accueillir des activités? Qu'est-ce que vous voulez donc plutôt? Nous on est sur plutôt du scolaire. Vous pouvez chercher en fait. Donc il y a différentes choses, l'âge des élèves. Et il y a un endroit où vous pouvez aussi indiquer si vous cherchez à accueillir ou à... Alors attendez, je sais plus si c'est ici, mais, euh, mais en tout cas, vous pouvez le choisir aussi. Je sais plus si c'est à cet endroit-là ou pas.
Mais vous pouvez tout à fait en fait choisir ce que vous souhaitez. Donc là, on a spécifiquement des gens qui recherchent des partenaires. Vous pouvez aussi vous connecter avec des écoles. C'est peut-être aussi là-dessus. Donc voilà, vous pouvez vraiment regarder en fait ce que vous cherchez. Et si jamais vous trouvez pas, hein, vous nous demandez, mais voilà, vous pouvez vraiment vous connecter. Et normalement, c'est bien dans l'onglet partenaires où vous pouvez vous proposer pour trouver des partenaires et pour accueillir. Euh, Au niveau des stages. Marie-Caroline, il y avait sur les Oui, stages des élèves, c'est oui. ça? Dès 2024, savoir si c'était possible dès 2024 au niveau Alors, du, si du vous avez, scolaire et puis s'il y avait un site sans passer par des organismes intermédiaires. alors, on n'a pas de site qui propose vraiment des stages pour les élèves, si c'est ça l'idée. Après, il y a différentes plateformes. Nous, on a créé un outil qui s'appelle Trouver des contacts à l'étranger. Alors, je vais regarder si je l'ai sous la main. Il me semble que dessus, il y avait quand même des forums et autres. C'est vrai que, en général, pour les stages d'élèves, ce que font les enseignants. On a pas mal d'enseignants qui partent observer des pratiques dans des établissements et qui parfois, en fait, essayent de prospecter en dehors des horaires des lieux de stage pour les élèves. Mais alors, je pensais à cette ressource qu'on a créée aussi. Peut-être qu'il y a des choses, je vais vous la mettre dans le chat. Et donc, qui s'appelle Trouver des contacts à l'étranger. Je vous mets ça tout de suite. Là, vous choisissez en fait votre secteur. Elle est dans le chat, hein. Et ensuite, en fait, voilà, vous avez tous les réseaux, en fait. Ça, c'est les différentes choses. On pense aussi aux villes jumelées. Vous voyez, il y a aussi Eurodesk pour les stages à l'étranger qui met en relation directe des organismes ou des entreprises qui ont publié leurs offres. Donc ça peut être intéressant. On a Salto Youth qui, c'est pour plutôt sur la jeunesse, mais ça peut aussi marcher, je pense, à des ONG ou autres qui postent des offres. Donc, gardez ce lien aussi, je le rajouterai dans la présentation. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes et il y a aussi effectivement, voilà, tous les instituts ou les réseaux diplomatiques ou des pages Facebook ou autres LinkedIn, qui peuvent aider. Mais Eurodesk, je pense que ça peut répondre à cette question. Merci aussi. On avait une question sur, au début de la présentation, on a vu les quatre priorités Erasmus avec l'inclusion, le développement numérique, enfin Oui. et du coup, il y a une question pour savoir si est-ce qu'on peut se concentrer sur une seule priorité ou si on doit faire les quatre Non, priorités. bien sûr. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous allez peut-être dans votre projet décider que vos besoins concernent peut-être d'ailleurs d'autres priorités que celle-ci. Ça peut être la montée en compétences. Vous pouvez avoir c'est des grands objectifs en fait dans les projets Erasmus. Vous pouvez tout à fait avoir un objectif pour lutter contre le décrochage scolaire. Vous pouvez avoir un objectif pour travailler sur le développement durable mais et avoir, ou peut-être juste un objectif sur la citoyenneté européenne. Mais après, ce qu'on va vous demander quand même, c'est que vous preniez en compte ces quatre critères dans votre projet. Je vous disais tout à l'heure, peut-être dans la sélection des participants ou penser vraiment à l'inclusion et la diversité, penser aussi à tout ce qui est éco-responsable. Ça peut être aussi dans la manière de voyager, donc voyager plutôt en train, essayer de faire voilà moins d'impression, essayer aussi sur le numérique de travailler en amont avec des outils numériques européens comme eTwinning. Vous voyez, en fait, c'est pas l'objectif de votre projet, il peut porter sur vraiment des choses qui correspondent à vos besoins. Mais par contre, vous, quand vous allez penser votre projet, pensez-le de manière responsable au niveau développement durable, au niveau numérique, au niveau inclusion et au niveau finalement citoyenneté européenne. L'idée, c'est vraiment de construire un espace européen de l'inclusion. Donc, c'est comment aussi réinvestir tout ce côté européen dans votre établissement.
Là, je rebondis parce que pour nous, au secrétariat général et pour le label Ouverture internationale, normalement, tous les établissements qui sont ici, enfin, et qui sont labellisés Ouverture internationale ont ces préoccupations, puisque en fait, c'est un peu un prérequis pour pouvoir aller et pour pouvoir être labellisé. Donc, c'est vrai que cette question du développement durable, on évoquait tout à l'heure l'équipe projet. Avec l'importance d'être en équipe, c'est aussi un des prérequis pour le label Ouverture internationale sur cette question de l'ouverture, du dynamisme de l'établissement. Donc c'est vrai que je pense que les établissements qui ont déjà réfléchi au label et qui ont déjà déposé un dossier ont déjà fait une petite avancée sur cette réflexion d'Erasmus par rapport aux projets qui sont proposés. Complètement, c'est des choses, hein, j'imagine, qui pourront être réutilisées dans la candidature quand on va leur demander aux établissements Ouais. comment, en fait, c'est vrai que toute cette réflexion aura déjà été faite et je pense que pour les évaluateurs, c'est important aussi de voir que ça a déjà été mûri, déjà mis en place et ça permet en fait d'avoir des établissements qui mènent des projets de grande qualité derrière puisqu'il y a déjà toutes ces choses qui existent dans l'établissement. Voilà, c'était la dernière question, je crois, que Moi, j'ai une question identifiée. sur les consortiums Ah existants. oui, c'est vrai, pardon, Et j'avais. ça, bah, peut-être vous rapprocher de Louis-Marie pour les Oui, consortiums d'EDEC, parce que je pense que c'est vraiment un premier pas intéressant. Après, il y a aussi des consortiums académiques. Donc oui. ça, c'est pareil au niveau je vous parlais des DRARIC, qui sont les délégations régionales aux relations européennes et internationales et à la coopération, qui ont également en fait des... des consortiums, des projets académiques et qui peuvent aussi avoir des places selon les priorités et les objectifs qu'elles se sont donnés pour permettre à des enseignants, à des personnels de partir en mobilité. Et effectivement, on a un certain nombre d'établissements qui sont raccrochés à ces consortiums-là directement, oui, effectivement. Très bien. Bon, il y a encore des gens qui sont dans la salle d'attente. Je continue à mettre du monde, c'est bien. C'est Alors, bien je que pense que jusqu'au bout, ça ça serait la intéresse. dernière question, Ouais. peut-être, Oui. qui était sur le poste à poste. Louis-Marie vous l'a dit, ça dépend vraiment pas, en fait, du programme Erasmus. C'est une possibilité, Mm. c'est une opportunité, mais ça se joue vraiment au niveau du rectorat. Donc, le plus simple, c'est d'appeler, en fait, son rectorat, peut-être d'appeler quand même la DRARIC, puisque, Mm. en fait, quand ça se fait via Erasmus, en tout cas, la DRARIC est au courant. Et ça serait intéressant de savoir, parce que nous-mêmes, on n'a pas beaucoup de retours de cette activité-là qui, comme je vous le disais, est peu utilisée. Mm. Pour la Très, présentation, bien sûr, vous pouvez la voir. Je vais rajouter des petits liens, mais je peux vous la donner tout de suite, vu que En c'est un... fait, on va, comme on fait, ça peut être mis sur le chat, mais après chaque webinaire, on envoie l'enregistrement pour ceux qui n'ont pas pu assister, et puis on joint souvent le Bien. support, donc il peut nous Je être pense qu'on adressé et on fera fera suivre. ça. Comme ça, je peux remettre à jour et Voilà. vous ajouter le petit lien vers la ressource qui était pas présente. Ok. très bien, très bien. Bon, ben, je pense on va s'arrêter là pour ce soir. Il y a eu beaucoup d'informations, mais encore une fois, le PowerPoint complété et puis l'enregistrement permettront d'accéder à une compréhension peut-être plus complète de ce qui a été dit. En tout cas, Agnès, je vous remercie énormément de votre disponibilité encore et c'est vrai que on voit qu'il y a des possibilités énormes qui existent avec ces programmes Erasmus et Erasmus+, et c'est vrai que nous, il faut qu'on continue à développer et en faire la promotion au service des élèves. Voilà, on aura l'occasion de se revoir, nous, Agnès. De toute façon, on a des projets avec vous et pour vous. Donc, Avec plaisir. ouais, ouais, on viendra vous voir à Bordeaux bientôt. La prochaine rencontre sera le 13 janvier à 17 heures. Et là, on sera sur un sujet qui est un peu nouveau dans le label, même s'il est extrêmement important. Un peu nouveau dans la façon de l'aborder, mais il est très important dans ce qu'il nous dit et de ce que l'on veut vivre à travers ce label. Ça concerne l'inclusion au milieu scolaire. Comment est-ce que cette question de l'inclusion peut prendre sa place dans le label d'ouverture internationale? Donc, c'est le 13 janvier. On a eu la présence d'esprit de ne pas faire ça le premier lundi de janvier qui est le 6 et qui était le jour de la reprise. On s'est dit que c'était peut-être pas forcément le meilleur jour pour se faire. Donc ce sera le 13 janvier, l'inclusion en milieu scolaire. Et là aussi, nous avons beaucoup de choses à réfléchir, à travailler.
et on vous y attend nombreux. Merci Marie-Caroline d'avoir aussi coordonné tout ça et puis on se retrouve le 13 janvier. À très bientôt et bonne Merci à fête de fin tous. d'année pour Merci à ceux que... tous. Au revoir. Au revoir.